Bienvenue au cycle de conférences sur les idées reçues du numérique éducatif proposé par la Trousse à Projet. Idées reçues. Maintenant, découvrez le vrai du faux sur le numérique scolaire grâce aux experts. Vrai ou faux, les jeunes sont tous à l'aise avec les équipements numériques. Pour répondre à cette question et démystifier cette première idée reçue, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Brouillard, professeur des universités à l'Université Paris-Cité et directeur du laboratoire EDA. Comment vous décryptez ce vrai ou faux en l'occurrence? Pourquoi cette idée reçue continue-t-elle à circuler? D'où vient-elle et pourquoi finalement est-elle encore si populaire? Alors bien évidemment c'est faux, beaucoup d'études le montrent depuis très longtemps. Alors pourquoi ça revient sans arrêt? D'abord, on peut penser à la gêne des adultes, que ce soit enseignants ou parents, qui sont obligés d'admettre qu'ils sont moins à l'aise dans le maniement des technologies que certains de leurs enfants et leurs élèves. Certains semblent se débrouiller comme des experts alors que les adultes pataugent complètement. Et à partir de là, on en vient à leur octroyer des compétences presque magiques, comme s'ils nageaient dans le numérique comme des poissons dans l'eau. En gros, alors cette idée, j'ai juste rappelé avant, cette idée est associée au fait qu'ils seraient nés avec les technologies numériques, donc ils seraient natifs du numérique, alors qu'on n'en serait que des immigrants, ce qui donnerait une explication par rapport à leurs compétences. Alors bien sûr, c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Alors la première idée, c'est cette idée que tous les élèves sont comme ça. La jeunesse n'est qu'un mot. En fait, les jeunes, ils sont extrêmement différents. Et leur rapport au numérique, leur capacité dans l'utilisation des technologies numériques dépend d'énormément de variables qui sont à la fois sociales et bien évidemment psychologiques. Ça change avec les générations. Et quand on dit qu'ils sont nés avec, quand on prend toutes les générations, elles sont nées avec des technologies très différentes. Ceux qui sont nés en 2000, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont nés en 90 ou ceux qui sont nés en 2015. Vient s'ajouter à ces deux premiers aspects, donc la question des compétences. Ça, c'est un terme qui est très cher dans le monde de l'éducation nationale. Et donc, comment on met ça en lien avec ces fameuses compétences numériques? Et d'ailleurs, quelles sont certaines de ces compétences numériques, c'est cette capacité à utiliser des équipements numériques, à développer des pratiques et non pas que des usages. Enfin, je sais qu'il y a plein de terminologies qui sont un peu compliquées à comprendre et faire en sorte que voilà, il y ait des pratiques de production, de contribution et pas simplement de consommation. Alors, ce qu'on a vu, c'est que les compétences sont mal partagées, mais elles sont globalement aussi très insuffisantes. Le problème qu'ils ont, c'est très souvent, il y a un manque de conceptualisation derrière. C'est-à-dire, ils savent reproduire des gestes qu'ils ont vus pour faire fonctionner leur appareil d'une certaine façon, mais ils ne comprennent pas forcément ce qu'il y a derrière. Ils n'ont pas forcément la compréhension de ce que font ces technologies. Et après, ils ont peut-être finalement une difficulté à les utiliser en dehors de leur vie d'adolescents, d'enfants. En fait, ils entretiennent un lien plutôt communicationnel, communautaire, ludique, consumériste aux technologies. C'est plutôt ça le mode de choses. Et c'est pas tellement conciliable avec l'usage raisonné, prescrit par l'institution scolaire. En gros, c'est des formes d'utilisation qui peuvent être en opposition. Les usages qui sont des usages plutôt scolaires sont des usages où on va enlever l'immédiateté. C'est-à-dire, on va essayer de prendre du recul, prendre de la distance. Et en gros, la grande difficulté de l'usage des technologies numériques en classe, c'est qu'on va utiliser des technologies assez similaires, mais d'une manière totalement opposée. Et donc, cette dernière partie nous amène vers la question maintenant de l'action éducative qu'on peut encourager. Est-ce qu'on peut aller donc un peu plus loin et de réfléchir ensemble à ce qu'on peut proposer aux différents acteurs éducatifs? Voilà, quel conseil peut-on donner à ces différentes parties prenantes qui chacune ont une prise et un fort impact sur l'éducation? Alors, j'aime bien faire la différence entre les outils et les instruments. Les outils, c'est ce qui vous permet de transformer la matière, donc de jouer sur la matière. C'est un effecteur. Et l'instrument, traditionnellement, c'est ce qui permet d'avoir des données sur le monde, donc d'observer le monde. Et ces technologies, elles jouent sur cette dualité. Outil, ça transforme et ça permet de comprendre et de voir le monde. Il faut les aider à l'école, au collège, à justement mieux comprendre et à voir le monde. C'est-à-dire qu'il faut avoir des utilisations, des usages de ces technologies qui ne sont pas uniquement dirigés vers la performance, la rapidité, mais justement des façons de prendre ces technologies dans un univers plus culturel, plus critique par moment, plus détourné. Et on a trop tendance avec ces technologies de dire voilà, c'est risqué et avoir des approches qui sont plutôt des approches
de droit. Voilà, on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. C'est légitime et pas. Mais ça, on ne peut le comprendre que si on a fait des utilisations qui sont pas très légitimes. Mais on l'a fait dans un cadre où justement on peut se risquer à faire ça. Et après, on va collectivement s'apercevoir, si on fait ça, ça marche pas pour telle raison, etc. Et après, on va prendre un apport des technologies tout à fait différent. Il y a presque un aspect, donc un peu ce côté pratiquer les technologies, pratiquer les outils numériques, avoir des usages émancipateurs, des usages de production, versus ce que vous disiez plutôt, des usages de consommation strictement. J'ai un outil, j'utilise tel que l'outil m'a été un peu donné. Il faut ouvrir, en fait, le rôle de l'école, c'est d'ouvrir les possibles. D'ouvrir les possibles dans un temps où justement on n'est pas limité, on n'a pas de choses à faire immédiates, justement. Est-ce que vous avez, en dehors du champ scolaire, est-ce qu'il y a des choses qui ont été montrées comme étant intéressantes à explorer du côté des parents, du côté des partenaires de l'école? Si le pouvoir est donné qu'à certains parents, c'est pas forcément la bonne solution. C'est les parents qui savent déjà. On peut renforcer plutôt encore des formes d'inégalité ou des façons de voir qui sont liées à une forme particulière. L'idée, c'est de donner l'occasion de faire tout ça. Alors, les écoles sont pas très ouvertes, malheureusement, pour ça. Peut-être qu'il y ait des lieux où, justement, on peut échanger. L'échange, il est très important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout seul, on fait avec les autres.